Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Il est 13h14 sur Europe 1, autant dire grand temps de retrouver Franck Ferrand pour notre moment d'évasion quotidien. Bonjour Franck. Bonjour Julia, bonjour à tous. Comme le dit le titre d'un très bel album qui vient d'être publié par l'Imprimerie nationale. Quand je dis qu'il vient d'être publié, je crois qu'il est même publié aujourd'hui. Et comme le dit le titre d'une exposition du musée Mayol, dont nous allons reparler longuement tout à l'heure, Pompéi, c'est tout un art de vivre. J'ai même envie de dire, c'est la douceur de vivre à la romaine. Et vous savez que cette douceur de vivre, ce qu'il y a de très extraordinaire dans cet endroit, c'est qu'elle a été figée, arrêtée d'un seul coup par cette éruption du Vésuve. C'était en 79 de notre ère, il y a tout de même un peu plus de 19 siècles. 19 siècles abolis par l'archéologie, vous nous emmenez donc à Pompéi. À Pompéi, mais aussi à Herculanum, Julia. Je voudrais pas raconter ma vie, mais j'étais l'été dernier sur ces deux sites et j'ai trouvé Herculanum tellement mieux préservé. Il y a une magie, oui, il y a une poésie là-bas. C'est plus émouvant, si vous voulez. Et puis on ira aussi visiter la sublime demeure de l'impératrice Popée. Nous sommes là à l'époque de Néron. La demeure en question se trouve à Oplontis. C'est une belle destination. En fait, je pense que nous allons nous régaler parce que c'est un voyage aujourd'hui non seulement dans l'espace, mais aussi dans le temps. Vous devriez rester, Julia, vous savez. Je vous remercie. De toute façon, je n'avais pas l'intention de m'en aller. Je comptais rester avec vous à vos côtés. Je saluais simplement votre invité, une habituée de l'émission, puisqu'il s'agit de votre complice, Daniel Porte. Et oui, et pour une fois, avec Daniel Porte, nous n'allons pas parler d'Alésia, ou peut-être un tout petit peu, mais c'est simplement parce que notre langue fourchera. Aujourd'hui, nous allons parler de Pompéi, d'Herculanum. Moi aussi, comme à chaque fois, je suis ravi d'accueillir Daniel Porte. De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. On ne dira jamais assez tout ce que l'on doit dans cette affaire aux travaux somptuaires d'un aristocrate napolitain du XVIe siècle, le comte Muzzo Tuttavia. En 1594, cet homme qui est soucieux d'amener jusqu'à sa villa de Torre Annunziata les eaux de la rivière Sarno, ce grand seigneur fait creuser le sol pour y installer une canalisation souterraine. À cette occasion, affleurent déjà quelques vestiges antiques qui sont identifiés sans peine comme romains. Mieux que ça, une dalle porte l'inscription Decurio Pompéis et le comte se persuade qu'il a mis au jour une villa de Pompée. Pas de doute, il y a des trésors là-dessous. Mais personne à l'époque ne songe plus à la ville jadis ensevelie sous la lave du Vésuve. Pompéi a depuis longtemps été oubliée. Le comte, il est vrai, n'est pas vraiment un esprit curieux. Lui, ce qu'il voit, c'est que de l'eau coule désormais dans les fontaines de Torre Annunziata. Pour lui, c'est l'essentiel et les travaux sont suspendus. Près d'un siècle plus tard, en 1689, on fait creuser un puits, toujours au même endroit. Et voilà qu'on découvre, sous des strates de cendres et de petites pierres volcaniques qu'on appelle les lapilli, voilà qu'on découvre des objets très anciens, ainsi que diverses inscriptions. Un grand architecte napolitain est aussitôt requis pour examiner ces trouvailles. Lui aussi tombe sur le mot Pompéis, et il déclare que l'on vient d'exhumer la villa d'un certain Pompéis. Décidément, il faut croire que les écrits de Pline le Jeune ne sont plus enseignés au royaume de Naples, et pourtant, il y a bien là-dessous des trésors. Passe encore 2 décennies. En 1709, des fouilles volontaires cette fois sont lancées dans la région à l'instigation du prince d'Elbeuf. C'est un grand seigneur français, le prince d'Elbeuf. Il est fils du duc de Lorraine et de la propre sœur de Turenne. Et cet homme-là est un amateur d'histoire. Le hasard a voulu qu'il se fasse construire une villa dans les environs de Portici, donc un petit peu plus au nord, à l'emplacement de l'antique Herculanum. Alors qu'on creusait un puits, sont apparus des fragments romains. On découvre des marbres, des colonnes, des statues. Et les ouvriers tombent, toujours par hasard, sur le mur de scène du vieux théâtre local. Un vieux théâtre qui était décoré de statues, de bas-reliefs, de vases, etc. Tout ça conservé magnifiquement par la boue qui l'enrobait.
dans son impatience un peu brouillonne, dans son impatience, disons-le, très avide à fouiller ce théâtre antique, Elbeuf va commettre ce qu'un archéologue du XXe siècle appellera le premier crime aux dépens du monument le plus remarquable et le mieux conservé d'Herculanum. Heureusement, le prince est à court d'argent, il interrompt assez vite ses fouilles au bout de quelques années, parce que vous avez bien compris que le drame de cette affaire, c'est qu'à l'époque, l'archéologie relève encore de la plus sauvage des chasses au trésor. Le prince d'Elbeuf est naturellement très éloigné de ce qu'on appelle aujourd'hui l'archéologie scientifique. Sa seule ambition à lui, c'est de recueillir le plus grand nombre possible d'objets précieux et d'œuvres d'art en vue d'enrichir le cabinet de curiosité de sa villa de Portici. Alors on fouille pour trouver des trésors, et forcément cela conduit au saccage des sites. En 1734, l'infant d'Espagne s'empare de Naples et de la Sicile. Lui aussi s'intéresse aux vestiges anciens, toujours pour la même raison, épater la galerie avec de beaux objets antiques. Il confie la direction du chantier de Portici, donc d'Herculanum, à un officier du génie qui s'appelle Rocco Giaocchino de Alcubierre, et il met à disposition, en guise de manœuvre, des équipes de forçats. Ça vous donne un peu une idée de la délicatesse des fouilleurs. Ces ouvriers, qui procèdent par percement de galeries, mériteront leur surnom de creuse-montagne. Or, ces pénibles chantiers ne se limitent pas au périmètre d'Herculanum. Alcubierre entreprend des recherches sur l'autre site, plus au sud, celui de Torre Annunziata, qu'il suppose être l'emplacement de l'antique Stabiès. En fait, on y découvre une plaque portant l'inscription « Rei publicae Pompeianorum ». Cette fois, on n'est plus très loin d'une identification sérieuse. C'est finalement le 16 août 1763, soit 17 siècles presque jour pour jour après la disparition de la ville, qu'est découverte sur le socle de la statue de marbre blanc, c'est une statue qui représente un homme vêtu d'une toge, apparaît cette inscription: sur l'ordre de l'empereur César Vespasien Auguste, le tribun Titus Vébius Clémens a rendu à la cité de Pompéi et à la communauté certaines parties de la ville dont les particuliers s'étaient indûment emparés. Solution de l'énigme, c'est bien l'ancienne ville de Pompéi que l'on est en train d'exhumer. Au cœur de l'histoire revient dans un instant. Franck Ferrand sur Europe 1. Au cœur de l'histoire. Et nous poursuivons notre promenade dans l'Antiquité sur Europe 1 avec Franck Ferrand à la découverte de Pompéi. C'est donc en 1763 qu'a été identifiée l'ancienne ville de Pompéi. Alors avec le temps, les archéologues apprennent à fouiller proprement en détail ces maisons pompéiennes, en distinguant les types de distribution de pièces, les époques de construction, les modes de décoration, etc. Ils apprendront à classer toujours plus soigneusement les objets retrouvés et ils arriveront bientôt à faire revivre toutes les subtilités d'une société raffinée. Cette société, nous allons la voir vivre tout à l'heure en compagnie de notre invité qui connaît cette vie romaine mieux que quiconque. Au tournant du XIXe siècle, l'idée s'impose qu'il faut cesser cet exode d'objets et de décors exhumés vers des galeries lointaines. Les fresques notamment doivent rester sur le site même, à l'endroit où elles ont été découvertes. Chaque année voit un nouveau quartier, un nouveau pâté de maisons sortir de terre, ou plutôt, j'allais dire y rentrer, en tout cas sortir de la cendre, et ce, à Pompéi, comme à Herculanum. Les fouilles suivent évidemment les évolutions de la politique du moment. À l'époque de l'invasion française avec Bonaparte, Championnet d'abord, qui est un général, mais surtout un érudit, et puis 3 souverains, Joseph Bonaparte, Murat, et surtout sa femme Caroline. Vous savez combien Caroline Murat était passionnée par toutes ces questions antiques. Tous se prennent de passion pour l'archéologie et tous mettent leur pouvoir au service de l'art. Et puis rentrent à Naples les Bourbons et les fouilles vont suivre de nouveau les centres d'intérêt de la nouvelle cour et notamment bien sûr de Charles III. En 1830 a lieu une grande découverte, tout à fait par hasard. C'est la maison la plus grandiose de Pompéi, c'est la maison du faune. Et on l'appelle ainsi du fait de la célèbre statue de bronze, vous savez, qui représente un faune, qui est tout à fait merveilleuse. Sous le règne des Savoie, les fouilles prennent encore de l'ampleur, question de prestige. C'est sous Victor Emmanuel II que s'instaurent enfin, comme partout ailleurs en Europe, des modes de recherche proprement scientifiques. On procède désormais avec méthode.
Le 20 décembre 1860, un certain Fiorelli est nommé à la direction des fouilles d'Herculanum et de Pompéi. Cet homme a beaucoup d'ambition, mais également on lui donne les moyens nécessaires. Dès le 7 janvier de l'année suivante, 512 ouvriers travaillent déjà sur ces chantiers et cette même année, au mois de septembre, Fiorelli passe contrat avec un entrepreneur pour l'exécution de travaux de déblaiement sur une très grande ampleur. Le nouveau patron rédige un journal de fouilles extrêmement détaillé qui sera très utile pour l'étude archéologique à venir. Et puis surtout, le grand mérite de Fiorelli, ça aura été de substituer aux anciens procédés de fouilles une technique entièrement nouvelle. Il décide d'abord d'éloigner les décombres qui sont emportés par wagonnets au fur et à mesure de l'évacuation des déblais. On protège les édifices, on relie entre eux les maisons et les temples mis à jour et surtout, on ne procède plus au dégagement des maisons qu'en y pénétrant par les toits. Enfin, et c'est peut-être le plus important, la fouille sous l'égide de Fiorelli va devenir un instrument de connaissance. Il ne s'agit plus seulement de récupérer des objets d'art, de constituer de riches collections, d'envoyer de superbes statuettes dans les plus riches collections d'Europe. Il s'agit d'essayer, à partir de ce qu'on découvre, de comprendre la vie des Romains, d'essayer de faire tout simplement ressusciter Pompéi. Au cœur de l'histoire revient dans un instant. Au cœur de l'histoire. Pleine antiquité romaine en pleine découverte de Pompéi. Formidable découverte. En 1864, à proximité des thermes de Stabiès, qui est une autre ville ensevelie lors de l'éruption du Vésuve, les ouvriers mettent à jour une excavation qui est proche d'une ruelle conduisant des bains jusqu'au forum. Et dans cette excavation, ils trouvent un squelette. Fiorelli a été prévenu, il ordonne immédiatement d'interrompre les travaux et d'attendre sa venue. Il ne va pas mettre longtemps à venir, rassurez-vous. Une fois l'ouverture agrandie, on aperçoit un crâne au fond de l'excavation. Et là, Fiorelli a une idée. Il va faire couler du plâtre liquide à l'intérieur. Et quand le crâne est solidifié, on pourra procéder au déblaiement définitif. Il faut savoir que les cendres qui recouvrent les corps se sont mélangées jadis à l'eau de pluie et qu'elles se sont collées sur les corps, formant comme des moules dans lesquels les archéologues peuvent injecter du plâtre liquide. Et c'est ainsi que peu à peu apparaissent des cadavres en action. Le plâtre a non seulement fixé leur position, mais aussi l'expression des visages à leur dernier moment. Bientôt, l'interruption des fouilles d'Herculanum va permettre d'employer la totalité de la main-d'œuvre à Pompéi, où de nouveaux quartiers sont exhumés. Sans cesse, on améliore les techniques, on procède avec minutie au dégagement des édifices enfouis, on passe au crible les cendres, la terre retirée, etc. C'est un véritable travail très minutieux qui est mené à cette époque. Et tout le monde commence à se passionner pour l'aventure de Pompéi. Désormais, chaque fois qu'un édifice important est découvert, je pense à la maison des Vétis par exemple, immédiatement la nouvelle fait le tour du monde. Elle attise l'intérêt des spécialistes et des mécènes dont les dons affluent du côté de Naples et permettent d'activer les travaux. Alors que ces travaux se poursuivent à Pompéi, un vieux prêtre qui est propriétaire de la vigne de Boscoréal meurt et son héritier, le 10 septembre 1894, entreprend des fouilles à cet endroit. Les ouvriers mettent à jour une immense maison de campagne qui comporte une installation de bains, des hangars, des dépôts pour la conservation du vin, de l'huile d'olive, etc. Il y a même un pressoir. Cette demeure avait appartenu à un certain Lucius Herennius Florus qui vivait du produit de son domaine. Un sceau retrouvé dans les ruines permet l'identification de l'édifice et du propriétaire. Tout est intact, c'est une découverte magnifique.
Mais la plus belle découverte, elle a lieu le 13 avril 1895. On est un vendredi soir, on est prêt à donner congé aux ouvriers. L'un d'eux, Michele, descend dans le passage qui vient d'être ouvert. Et il est obligé de remonter aussitôt parce qu'il y a des gaz qui rendent l'atmosphère irrespirable. Le surveillant du chantier n'insiste pas, il dit « Oh, ben on déblayera un autre jour ». Les ouvriers s'en vont, sauf que Michele, lui, a l'intention de voir plus loin. Il s'en va prévenir le propriétaire, il lui signale qu'il a découvert une cuve à vin et qu'à l'intérieur il y aurait un squelette, mais aussi des vases, des bijoux et dans un sac, des quantités de monnaie. Le propriétaire lui demande surtout de garder le secret. Et il va redescendre avec lui le soir même, à la nuit tombée. Ils avancent dans l'espèce de petit passage et d'un seul coup, ils sont éblouis. C'est un véritable trésor qui s'étale devant leurs yeux. Des vases d'argent splendides, des vases d'or, une multitude de bijoux, des boucles d'oreilles, des bagues, des anneaux, des chaînes. Rien que le sac contient 1 millier de pièces de monnaie qui sont à l'effigie de tous les empereurs depuis Auguste jusqu'à Titus. Le propriétaire, qui pense immédiatement vendre ce trésor à l'étranger, fait jurer le silence à Michele et lui remet une forte somme. Et oui, sauf que Michele, le soir même, dans un cabaret, va boire un peu plus que de raison et il parle, ce qui fait que la nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Elle parvient aux oreilles des autorités qui ouvrent une enquête, sauf qu'à ce moment-là, le trésor n'est plus en Italie. Il est à Paris déjà depuis mai 1895. Le Louvre a été sollicité mais a refusé de payer 500 000 francs comptant. Il n'a offert que la moitié payable par versement. Le baron de Rothschild, qui a été pressenti à son tour, s'est montré moins regardant et est devenu l'acquéreur du trésor. Le baron de Rothschild est néanmoins galant homme, il ne garde pour ses propres collections que 8 pièces et il a le beau geste d'offrir au Louvre les 109 restantes ainsi que la totalité des pièces de monnaie. Alors je vous ai dit tout à l'heure que les fouilles suivaient le cours de l'histoire, qu'elles l'épousaient littéralement. Vous imaginez bien qu'au moment de la Première Guerre mondiale, tout est interrompu. On est à l'époque d'un grand conservateur qui s'appelle Vittorio Spinazzola et sous l'égide duquel vont s'accomplir de grands progrès. C'est Spinazzola qui a l'idée de ressusciter non plus des édifices, ni même des quartiers, mais la ville elle-même. Autrement dit, il fait déblayer les rues dans toute leur longueur, notamment celle qui conduit du centre de Pompéi jusqu'à la porte du Sarno et qu'il baptise la rue de l'Abondance. En 1924, on nomme à la tête des fouilles un archéologue de grande envergure, Amadeo Maiuri. C'est lui qui commence par un coup de maître en exhumant la maison de Cornelius Tagès, où on va découvrir emmailloté dans un linge la fameuse statue d'Éphèbe, copie d'un original grec du 5e siècle avant Jésus-Christ et qui est sans doute l'œuvre la plus connue de Pompéi. Peu de temps après, nouveau triomphe. On met au jour une demeure aux décorations uniques, véritable villa dans la ville, que Maiuri surnomme la maison de Ménandre, à cause tout simplement de l'admirable peinture du poète qui orne un des murs de la fameuse villa. En 1929-1930, Maiuri fait dégager la villa des Mystères. En 1935, il découvre la grande palestre où depuis Auguste, la jeunesse s'entraînait au sport, mais aussi aux armes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est Maiuri qui, excavation après creusement, va finalement révéler la vraie structure de Pompéi, celle d'une ville étagée. Nouvelle guerre, en 1940, les travaux sont suspendus, 150 bombes seront même jetées sur Pompéi par les Alliés qui croyaient avoir vu des Allemands dans les fouilles, vous imaginez. Ces bombes vont endommager la maison des Faunes, celle des Vétis, la villa de Diomède, le portique de la Grande Palestre, mais enfin l'essentiel néanmoins est sauf. Et aussitôt la guerre finie, les fouilles reprennent. Maiuri découvre en 1954 la porte de Nocera avec tous ces groupes de cadavres. Il découvre aussi de nobles demeures dans l'ultime tronçon de cette rue de l'Abondance dont je vous parlais à l'instant. Parmi ces belles découvertes, il y a évidemment la maison de Vénus à ce moment-là. Et puis en 1953, la villa de Julia Félix qui est redécouverte. Elle avait été déjà exhumée au XVIIIe siècle, puis ensevelie à nouveau parce qu'on l'avait vidée de ses trésors. Après tout, elle n'intéressait plus les fouilleurs de l'époque. Et bien là, de nouveau, on la réexhume et de nouveau, elle apparaît dans toute sa splendeur. Après tous ces découvreurs, tous ces grands conservateurs et fouilleurs dont je vous ai parlé, il y en a un qui va être
le véritable sauveur de Pompéi. Il s'appelle le professeur Alfonso de Franciscis. C'est lui qui prend la relève au tout début des années 1960 et il va jouer un rôle tout à fait extraordinaire. Nous allons découvrir à la fin de cette émission quelle a été l'œuvre d'Alfonso de Franciscis. Mais en gros, sachez que c'est l'homme qui a eu l'idée après les fouilles, après les découvertes, après cette espèce de progression incroyable qui permettait de gagner mètre après mètre sur les cendres du Vésuve. C'est lui qui le premier va avoir l'idée de protéger tout cela, de sauvegarder les lieux. C'est une chose de découvrir les maisons romaines, c'en est une autre de les mettre à l'abri des épreuves du temps. La ville, à partir des années 70-80, a retrouvé les 3/4, bientôt les 4/5 de sa plénitude romaine. On peut dire qu'elle a retrouvé au-dessus d'elle le ciel pur de Campanie. Alors comment ces maisons, comment tous ces décors, comment ces personnes se sont-elles retrouvées pétrifiées dans leur gangue de cendres ? Que savons-nous de la terrible éruption du Vésuve en 79 de notre ère ? C'est précisément les questions que nous allons nous poser dans un instant en compagnie de mon invité. Au cœur de l'histoire revient dans un instant. Jusqu'à 14h sur Europe 1. Plongez au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand. Et nous vous retrouvons, Franck, avec votre invité, une habituée de l'émission, votre complice, Daniel Porte. Oui, nous sommes en compagnie de Daniel Porte, qui est enseignant-chercheur à la Sorbonne, maître de conférences à l'Institut d'études latines, une de nos grandes latinistes. Elle pourrait nous parler en latin, mais elle va essayer de parler en français pour nous cet après-midi. Bonjour Daniel Porte, merci beaucoup d'être des nôtres. Mais je vous en prie, Franck, c'est un plaisir. Vous venez d'habitude ici à Europe 1 nous parler d'Alésia, mais pour une fois nous allons parler d'autre chose. Nous allons parler de Pompéi, d'Herculanum, d'Oplontis, de toutes ces villes qui ont été ensevelies par la fameuse éruption du Vésuve. Alors cette éruption, il faut quand même connaître la date. Cette date, elle a longtemps été répétée. C'est la date officielle du 26 août 79 après Jésus-Christ, sauf que vous nous dites que finalement on s'est sans doute trompé dans la date. Eh oui, une fois de plus. C'est Dion Cassius qui nous a donné la véritable date. Jusque-là, on se fondait sur le texte de Pline, mais un texte mal établi par un copiste qui s'était trompé tout simplement. Pline était né lui-même dans les années 60, oui. C'est ça. Et nous avons eu la preuve à l'aide d'un denier, un denier qui a été retrouvé à Pompéi et qui était daté de la 15e salutation impériale de Titus. Or, la 15e salutation impériale se trouve le 8 septembre. Ah, c'est plus tard déjà. Oui. Et comme on ne salue pas un empereur tous les 2 jours, comme il faut le temps de fabriquer les deniers, on peut penser que c'est quand même beaucoup plus tard. Alors, on dit en général octobre, moi je pencherait pour un petit peu plus tard encore. Oui, carrément. Mais oui. Et que dit Dion Cassius, lui, quelle date donne-t-il ? Justement, il donne octobre. Octobre 79. Alors, que se passe-t-il ce jour-là ? C'est une éruption du Vésuve. On imagine que à quelle heure ça a lieu à peu près Ça commence à 13h. Vraiment, l'éruption et surtout il y avait des signes avant-coureurs, bien sûr, oui, des fumerolles. C'était à partir de 10h du matin, exactement. Oui, j'étais moi-même à Naples là il y a quelques semaines et bien sûr actuellement le Vésuve est très très calme, c'est le moins qu'on puisse dire. J'espère bien, puisque vous êtes là. Mais de temps en temps quand même il se manifeste un peu. Alors là, ce jour-là, c'est une éruption terrible et ce qu'on n'a peut-être pas toujours bien visualisé, c'est que ce sont des cendres qui envahissent le ciel de la Campanie. Absolument, et il y a une différence de traitement entre Herculanum et Pompéi. À Herculanum, ça a été terrible, mais ça s'est passé en quelques secondes, à peut-être 1 minute au grand maximum. Il y a eu une grande vapeur, si l'on peut dire, 400 degrés, et qui s'est précipitée à 300 km/h. Oh là là là. Oui, ça donc être, quelques secondes, c'est fini. Ça va devenir plus tard une pétrification, mais dans un premier temps, les gens sont littéralement saisis sur place. Saisis sur place, exactement. C'est un arrêt sur l'image, si l'on peut dire. Un arrêt définitif. À Pompéi, ça a été beaucoup plus long et ils ont probablement beaucoup plus souffert. Ils ont eu le temps de se sauver. D'ailleurs, on voit que les gens ont souffert, ont couru, ont essayé de s'abriter. Ils ont essayé de se réfugier. C'est là aussi la différence. À Herculanum, on s'est précipité sur le rivage. Parce que là, c'était de l'eau, et de l'eau qui se transformait en boue au fur et à mesure. Donc, on la voyait arriver. Et d'ailleurs, on la voit encore dans les ruines d'Herculanum, à un endroit où il y a, au terme suburbain, où il y a une porte ouverte et on voit la lave pétrifiée, si l'on peut dire.
Et ils ont essayé de se sauver se sauver par mer. Mais la mer reflue, il y a des lames. Alors qu'à Pompéi, on s'est réfugié plutôt dans les caves. Eh oui. Et oui, et là on a été écrasé en même temps qu'on a été asphyxié. Ça a été vraiment un cataclysme qui s'est abattu. À l'époque, ça a marqué l'ensemble de l'Empire romain. Ça a été un événement, on en a parlé. Oh mais bien sûr. On a, par chance, le rapport, si l'on peut dire, ou le reportage plutôt, qu'a fait Pline le Jeune à la demande de Tacite. Et on a les derniers moments de Pline l'Ancien déjà, et puis la description de la catastrophe elle-même. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces villes, c'était un peu les Deauville ou les Monaco de l'époque. C'était là que les gens de la bonne société romaine avaient leur villa, notamment. C'était les villégiatures, absolument. Nous avons la villa de Cicéron en particulier. D'autres de grandes familles qui venaient passer le temps, si Donc avec votre invité, Daniel Porte. Alors, puisque nous avons maintenant à peu près l'intégralité de ces sites qui a été fouillé, qui a été répertorié, extrêmement analysé, on est en mesure d'en tirer des conclusions sur les modes de vie de l'époque. Est-ce qu'on peut dire, Daniel Porte, que les découvertes archéologiques d'Herculanum, de Pompéi, enfin de ces cités du Vésuve, qui sont juste au sud-est de Naples, est-ce qu'on peut dire que ces découvertes ont permis d'apprendre des choses que les textes ne nous apprendraient pas ? Je crois oui, en particulier sur les techniques picturales, parce qu'on a bien les œuvres de Pline l'Ancien qui donnent la modalité de l'exécution, mais on n'a pas l'exécution même. La façon dont on peignait les décors, etc. On peignait, bien entendu, les fresques de Pompéi sont archi-célèbres. Mais justement, lorsque Pline nous donne la technique, il oublie de nous dire comment elle était exécutée. Et c'est là qu'on s'aperçoit qu'en fait, avec une économie de moyens extraordinaire, avec 3 coups de pinceau, l'artiste vous fait naître un oiseau, beaucoup d'oiseaux à Pompéi. Avec 3 coups de pinceau, il vous fait naître une tige de fleurs. Il vous fait une arabesque. Alors ça, c'est pour tout ce qui est décor, évidemment. Mais pour la vie quotidienne même, on a retrouvé des plats, par exemple, qui étaient en cours de cuisine. On a tout retrouvé, y compris de la nourriture. On a retrouvé, évidemment, le mobilier. Je ne vous parlerai pas du mobilier de Boscoréal, vous l'avez évoqué déjà. On a trouvé des coupes de verre. On a retrouvé des instruments chirurgicaux, des instruments de musique. On a retrouvé la gastronomie, alors là en direct, avec même la peinture de pain rond dans la maison du boulanger. Et on a retrouvé tout, pratiquement tout, depuis les épingles à cheveux jusqu'au cistre d'Isis. On a véritablement la totalité des objets quotidiens et on se rend compte à ce moment-là de la qualité de l'exécution, ce que les textes ne nous disent pas. On ne nous dit pas qu'il y avait, par exemple, des carafes dont la panse était fabriquée avec une tête de satyre ou une tête de silène. On n'a pas ce détail finalement, et c'est vraiment la découverte qui nous la propose. Si on n'avait pas découvert Pompéi et Herculanum, le regard que nous porterions aujourd'hui sur l'Antiquité romaine serait évidemment plus grossier. Moins... Il serait romain. Et ça n'est pas la même chose. Rome, c'est la rigueur, c'est la beauté un peu figée, c'est la volonté et c'est la grandeur. Alors que Pompéi est déjà, non pas grecque, on a dit qu'elle était grecque, mais c'est pas ça du tout.
Elle est simplement hellénistique et elle serait alexandrine, c'est-à-dire qu'elle préfère la grâce. Elle est épicurienne aussi, sans Oh, doute. épicurienne, absolument. Et actuellement, ça a été ouvert hier et ça durera jusqu'au 12 février prochain, a lieu au musée Mayol, donc à Paris, rue de Grenelle, une exposition qui s'appelle Pompéi, un art de vivre, somptueuse exposition qui donne un aperçu assez enthousiasmant de ce que pouvait être la vie dans l'ancienne Rome et notamment dans ces villégiatures de la Campanie. Au cœur de l'histoire revient dans un instant sur Europe 1. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Et on vous retrouve, Franck, avec votre invitée, l'historienne Danielle Porte, pour parler aujourd'hui des villes ensevelies par l'éruption du Vésuve. Je suis en train de feuilleter le très beau supplément que le Figaro consacre, c'est un hors-série plus exactement, qu'il consacre à l'exposition du musée Mayol. On est frappé de voir qu'effectivement l'inspiration de tout cela, l'inspiration plastique, j'ai presque envie de dire que l'ambiance, c'est celle de la Grèce tardive, c'est celle de l'époque hellénistique. C'est une Rome très féminine finalement et très gracieuse qui apparaît. Danielle Porte. Oui, on a préféré la transparence, la fluidité, la grâce, l'élégance, enfin bref, tout ce qui n'était pas romain et qui était en fait grec. Et Pompéi, vous le savez bien, c'est la ville de Vénus. Et c'est une ville qui est vouée au plaisir. C'est une ville qui est vouée au plaisir, j'entends, à tous les plaisirs, c'est-à-dire aussi bien le plaisir artistique, le plaisir gastronomique, le plaisir physique, bien entendu, Oui, on a mais beaucoup aussi parlé intellectuel. beaucoup parlé du fameux lupanar de Pompéi. Il n'y a pas que ça quand même. Mais non, mais on en a beaucoup parlé. Mais ça a joué un rôle parce que de voir que nos très lointains ancêtres consacraient au sexe une part importante quand même de l'activité sociale ou personnelle, ça a joué un rôle sur la vision qu'on a portée sur eux, le regard. On avait peut-être déjà le Satyricon, ce qui n'était déjà pas mal. Mais on s'aperçoit justement qu'il y a peut-être des différences avec ce que décrit le Satyricon. À force de voir des phallus partout, on a l'impression qu'il s'agit d'une ville de débauchés. Non, non, non. Il s'agit simplement de la représentation de la fécondité et de l'abondance. On est encore dans dit, des sociétés très rurales. Très rurales, oui. Mais bien sûr. D'ailleurs, on voit sur les fresques quantité d'animaux de la ferme, quantité de végétation, quantité de plantes médicinales, bref, de la vie même de la campagne. Alors, que nous ont appris ces différentes fouilles? Alors, j'ai été très vite tout à l'heure, j'ai parlé des différents types de fouilles. Évidemment, au début, on ne cherche que des objets d'art, et puis peu à peu, on commence à essayer de comprendre l'urbanisme, et puis peu à peu, on essaie de comprendre aussi la vie et même les mentalités. Que nous apprennent toutes ces fouilles sur l'économie romaine, sur le fonctionnement d'une cité? Sur le fonctionnement d'une cité, c'est assez proche de ce que l'on peut trouver à Rome, bien sûr. Et dans les textes, donc? Dans les textes, mais même aussi dans les statuts qu'on trouve, dans les inscriptions qu'on trouve. En revanche, on a beaucoup plus de liberté d'expression avec les fameux graffitis pompéiens. D'ailleurs, un de mes collègues a consacré un petit livre justement au mur de Pompéi, parce qu'il y a tout là-dedans. Il y a la vie électorale, il y a les déclarations amoureuses, d'accord. Il y a les critiques qu'on fait aux voisins. Il y a souvent justement pour les occurrences électorales des pamphlets qui disent un tel va être supporté par la compagnie des dormeurs, c'est-à-dire qu'il ne fera pas grand-chose. Un tel, ce sont les gladiateurs qui vont les lire. Autrement dit, il y a de fortes chances qu'il donne des jeux. Ce qu'il y a de fascinant, vous avez parlé tout à l'heure de photographie, mais c'est que tout a été figé dans l'instant même. C'est un cas quasiment unique dans l'histoire. On a donc l'impression d'une abolition du temps. D'un seul coup, on franchit les siècles, des dizaines de siècles, pour retrouver une vie quotidienne quasiment intacte. Ça a été un choc énorme pour les découvreurs du 18 et du 19e siècle. Et pour nous encore aujourd'hui, c'est beaucoup de magie et une grande émotion. C'est l'impression d'être reporté d'un seul coup 20 siècles en arrière. Et c'est surtout pour les passionnés d'antiquité dont je suis, l'occasion de voir de véritables antiques, justement avec les corps moulés, et de rencontrer pratiquement les gens comme si on entrait chez eux, comme si on les voyait en voisins, en amis, et comme si l'on pouvait être invité chez eux, ce qui est quand même rarissime. Je vous écris la colère du volcan soudain en feu, les cris d'un fils et d'une mère quand la lave fondit sur eux. Je vous écris l'épouvante dans le regard pétrifié
riche maître servante, prostré pour l'éternité. Pompéi, Pompéi. On s'aimait bien à Pompéi, on savait apprécier la vie. Comme on riait, comme on chantait, comme on buvait, comme on dansait. Je vous écris La colère du volcan soudain en feu, Georges Chelon sur Europe 1, Pompéi. Franck. C'est l'émotion qui nous étreint quand on pense à toutes ces vies qui ont été fauchées, qui nous sont quasiment restituées comme ça grâce à la magie, si l'on peut dire, des cendres volcaniques. Ce sont bien des cendres qui se sont abattues sur, en tout cas sur Pompéi. Sur Herculanum, vous nous expliquez que c'était plutôt de la boue. Alors, quand on se promène dans la région, là-bas, bien entendu, on a l'embarras du choix. L'idéal, c'est de pouvoir tout visiter. Il y a un site dont on ne parle quasiment jamais, c'est la célèbre villa de Popée à Oplontis. 64 pièces, ce qui n'est tout de même pas mal, avec des fresques que je trouve personnellement extraordinaires. Il y a la fausse perspective de la colonnade. C'est là qu'on s'aperçoit justement que les Romains ne connaissaient pas la perspective. Et il y a devant une balustrade avec un pan. Et je donnerais ma fortune pour avoir ce pan, je l'ai évidemment en reproduction, avec la queue étalée devant la balustrade, ce qui montre au contraire une grande simplicité dans le traitement, et à côté un masque de théâtre, ce qui nous rappelle que pour Pompéi, le théâtre est toujours présent. Le théâtre comme la vie humaine qui se passe sur un théâtre. Il y a beaucoup d'allusions au théâtre et au décor, y compris architecturalement parlant, où sur les murs on fabrique des décors de théâtre avec de fausses perspectives. C'est très beau, il y a même ces extraordinaires fresques de nuit où l'on devine sur des murs qui ont l'air d'être noirs à première vue, on devine le reflet des lumières de la salle à manger sur les monuments dans le lointain. On est à un niveau de raffinement tout à fait extraordinaire qu'on n'a peut-être même pas retrouvé par la suite, sur ce plan-là en tout cas. Évidemment, le site de Pompéi est trop connu pour qu'on ait besoin de lui faire de la publicité, mais il y en a un sur lequel j'aimerais qu'on insiste, où j'étais donc il y a quelque temps et qui m'a littéralement envoûté, c'est le site d'Herculanum, qui est très peu visité, même en pleine saison, et qui pourtant est une véritable ville romaine à ciel ouvert. C'est tout à fait extraordinaire. Herculanum, je crois que c'est un de mes préférés d'ailleurs. Si j'étais riche, je ferais immédiatement démolir Résina. Je relogerais ses habitants dans des HLM de luxe et j'irais gratter sous Résina parce que c'est là qu'Herculanum se trouve. Eh oui, on n'en a qu'un morceau un actuellement, tout petit bout, mais qui est très beau. Qui est très beau, mais bien sûr. C'est là qu'il y a ces fameux termes suburbains dont je parlais tout à l'heure, avec la quantité de corps qu'on a retrouvés, le frigidarium, où l'on voit la fameuse porte avec la lave, et surtout on peut se promener dans Herculanum avec cette sorte de paix qu'on n'a pas à Pompéi, peut-être parce qu'il y a moins de monde justement, parce qu'on peut pénétrer à l'intérieur des maisons, parce qu'on peut voir les passages cloutés tout simplement, les fontaines et tout le reste. Herculanum, ça, c'est vraiment une des plus belles villes, je crois, à visiter dans ce coin. Pompéi, un art de vivre, c'est le titre de l'exposition parisienne du musée Mayol, fondation d'Ina Vierny, qui se tient donc jusqu'au 12 février prochain, avec une très belle scénographie d'Hubert Le Gall, que je salue chaleureusement. Et puis j'aimerais vous citer de Béatrice Robert-Boissier, Pompéi, les doubles vies de la cité du Vésuve. Ça, c'est publié chez Ellipse, que vous connaissez bien, Daniel Porte. Bien sûr. Et vos propres ouvrages, alors on a l'embarras du choix, les fêtes romaines chez Clair Sud, le prêtre à Rome chez Payot, les épitaphes aux éditions du Promeneur. Le meilleur conseil qu'on puisse donner à nos auditeurs, outre d'aller visiter cette expo, bien entendu, et de se plonger dans tous les beaux livres et tous les beaux albums consacrés à Pompéi, c'est de faire le voyage, d'aller du côté de Naples. Généralement, on ne le regrette pas.